rendez-vous d'information de cette journée. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres au sommaire de ce journal. La prochaine fête du travail marquée par la pandémie de coronavirus, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi. Plusieurs décisions ont été prises, notamment 4 décrets portant sur la reprise du scrutin législatif dans 4 circonscriptions. La réunion a été aussi marquée par la signature d'une charte d'éthique par les membres du gouvernement. Et après ce conseil, cette audience accordée par le chef de l'État à la chef de la diplomatie centrafricaine. Au terme de la rencontre, elle a jugé inspirant le modèle de développement ivoirien. La Côte d'Ivoire aux prochains Jeux olympiques de Tokyo. Ils seront 29 athlètes à représenter le pays dans 7 disciplines. Ils ont été reçus par le Premier ministre qui a réitéré l'engagement de l'État à accompagner ces athlètes à toutes les étapes de la compétition. Bienvenue dans ce 23h. Au palais présidentiel ce mercredi, le chef de l'État s'est entretenu avec la chef de la diplomatie centrafricaine, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, Sylvie Baipo Témon. La chef de la diplomatie centrafricaine portait au président ivoirien un message de son homologue de la Centrafrique. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Reçue au palais présidentiel, Madame Sylvie Baipo Témon, ministre centrafricaine des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, était porteur d'un message du président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, à son homologue, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. L'envoyé du président centrafricain a déclaré à la presse que cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre la Centrafrique et la Côte d'Ivoire. Ce message était déjà un message de fraternité et de marque de gratitude pour tout le soutien que la République de Côte d'Ivoire a toujours apporté à la République centrafricaine. Vous savez que lors de la première mandature du président de la République de Centrafrique, un de ses premiers séjours était en terre ivoirienne, où il a pu bénéficier d'un accueil très chaleureux et de soutien et des différentes rencontres pour l'accompagner dans justement la gestion de cette première magistrature suprême qui lui a profondément apporté. Et vous êtes informé également qu'il a été réélu récemment, dont l'investiture s'est portée le 30 mars dernier. Et dans ce cadre-là, il était important pour lui de raffermir et de consolider l'excellente relation de coopération que la République centrafricaine et la République de Côte d'Ivoire entretiennent. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, réélu en janvier dernier pour un 2e mandat à la tête de son pays, a déjà effectué une première visite officielle en Côte d'Ivoire. C'était en novembre 2016. Et nous gardons en vue le cadre du palais de la présidence de la République où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs décisions ont été prises à cette occasion. Elles portent entre autres sur la reprise du scrutin législatif dans 4 localités où le vote a été invalidé par la CEI, la signature par les ministres d'une charte d'éthique et la construction d'un centre sportif culturel d'éthique consacrant la coopération ivoiro-coréenne. Le compte-rendu de la séance par Viviane Aïma. Après leur nomination le 6 avril dernier, ce mercredi 28 avril, avant le démarrage des travaux du Conseil des ministres, les membres du gouvernement, avec en tête le Premier ministre, ont signé individuellement, sous le regard du président de la République Alassane Ouattara, la charte d'éthique du gouvernement. L'occasion pour le président de la République de demander au ministre de se soumettre à la loi de déclaration des biens. Le président de la République a en outre fait savoir qu'il prendra des mesures fermes contre l'utilisation des sirènes et gyrophares dans les cortèges des ministres. Le cadre de leurs fonctions ainsi balisé, les nouveaux ministres ont été invités par le président de la République à se mettre au travail. Le Conseil des ministres a ainsi tenu sa séance ce mercredi 28 avril. 4 décrets ont été signés par le président de la République, dont 2 décrets relatifs à la reprise du scrutin législatif dans les circonscriptions où les résultats du dernier vote ont été invalidés par la CEI et dans les circonscriptions où les élus sont décédés. Pour ce qui est des annulations,
ce sont les circonscriptions de Gbelo, Gouékan, Konan, Ouaninou, Sabadougou et Santa, communes et sous-préfectures, la circonscription de Atoutou et Jacquesville, communes et sous-préfectures, de la circonscription de Dabouyo et Guéyo, communes et sous-préfectures, et de la circonscription de Dogbo et Grand Bérébi, communes et sous-préfectures. Pour les deux autres circonscriptions où nous avons perdu donc des élus, il s'agit de la circonscription électorale de Séguéla et de celle de Mankono. Ainsi donc, sur proposition de la Commission électorale indépendante, la CEI, les collèges électoraux de ces circonscriptions électorales sont convoqués à la date du samedi 12 juin 2021 de 8h à 18h en vue donc de l'élection de leurs députés à l'Assemblée nationale. La durée de la campagne est fixée à 7 jours. Elle est donc prévue s'ouvrir le vendredi 4 juin 2021 à 0h pour prendre fin le jeudi 10 juin 2021 à minuit. Le Conseil a aussi donné son accord au plan de réhabilitation du zoo d'Abidjan. Le gouvernement avait décidé de fermer temporairement le zoo en octobre 2020 en vue d'engager des études techniques pour la mise en œuvre d'un plan de rénovation et de développement visant à hisser le zoo au niveau des standards internationaux. Ce plan, d'un coût prévisionnel de 500 millions, a été adopté. En outre, l'arrêté qui avait été pris par le ministre des Transports concernant les nouvelles conditions de passage du permis de conduire a été renforcé par le Conseil des ministres de ce 28 avril. Le Conseil a adopté une communication d'information relative à la suspension des inspecteurs du permis de conduire. Les agents de la gendarmerie, pendant une période de 3 mois, sont requis pour assurer la mission d'inspection pour les examens de passage du permis de conduire, en attendant l'achèvement de la réforme du permis de conduire. Au plan sanitaire, le Conseil a dégagé une enveloppe financière pour lutter contre l'épizootie qui frappe actuellement la cuniculture ou l'élevage des lapins en Côte d'Ivoire. Le Conseil a adopté une communication relative à l'épizootie de fièvre hémorragique du lapin dans le Grand Abidjan. À la date du 31 mars 2021, sur une population nationale estimée à 20 000 lapins, 6 315 morts ont été rapportés par les éleveurs. Face à cette menace sanitaire, le Conseil a décidé de mettre en place une stratégie de lutte d'un coût global de 170 millions en vue d'éradiquer cette maladie. Par ailleurs, après Abidjan, qui a eu la primeur de la vaccination contre la COVID-19, c'est tout le reste du territoire qui va être touché par la campagne de vaccination, comme vient de le décider le Conseil des ministres. Cette campagne a démarré effectivement le 1er mars. Au 25 avril 2021, 118 875 doses de vaccins ont été administrées, dont 101 805 pour la première dose et 17 070 pour la deuxième dose. Aucun effet secondaire grave n'a été enregistré en Côte d'Ivoire. Au regard du taux de vaccination en deçà des prévisions, un plan de déploiement à l'échelle nationale a été adopté par le gouvernement en vue d'améliorer le taux de couverture vaccinale. Il s'agira de démultiplier les équipes de vaccination aussi bien dans les districts sanitaires de l'intérieur du pays que dans les districts sanitaires cibles du Grand Abidjan. Cette opération a commencé depuis le 26 avril 2021. Le 1er mai, fête du travail, ne sera pas en reste. Cette année, comme les précédentes, la fête du travail sera marquée par une cérémonie présidée par le Premier ministre. Ce sont là quelques décisions du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 28 avril de 11h à 13h30.
Voilà le compte-rendu du Conseil des ministres tenu ce jour qui a annoncé la reprise des élections législatives dans 4 circonscriptions électorales où le scrutin avait été invalidé par la CEI et le vote est fixé au 12 juin prochain, le 12 juin 2021. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kuibiar Koulibaly, s'exprimait sur le plateau du 20h, un extrait de son intervention. Cette reprise est motivée par 2 cas. En cas de décès et en cas d'annulation. Le premier cas, c'est le cas de l'annulation. Lorsque les élections ont eu lieu le 6 mars, la loi, le code électoral, autorise toute personne à saisir le Conseil constitutionnel à l'effet pour elle de contester les résultats. Et si, bien entendu, le Conseil constitutionnel, juge des élections législatives en cette matière, fait droit à cette requête, l'élection est annulée. Et elle est donc reprise. Dans le cas présent, il y a Waninou, il y a Waninou, il y a Grand Bérébi, il y a Jacquesville et il y a Guéyo. Oui, c'est ça. Et dans ces 4 circonscriptions, l'élection sera reprise, mais ce n'est pas ouvert à nouvelles candidatures. Donc ce sont les mêmes candidats qui ont compéti le 6 mars, qui vont compétir encore le 12 juin. Pour le cas suivant, le cas de décès. Alors pour le cas suivant, quand il y a décès d'un député, c'est différent du cas du décès d'un candidat. Lorsque le candidat est décédé, on le remplace. On l'a vu, c'est le cas des tortillas. Et quand le candidat est décédé, immédiatement, on appelle cela le report d'élection. Le candidat est remplacé immédiatement et il est soumis aux mêmes conditions que les autres, mais seulement le candidat, on n'ouvre pas à nouvelle candidature, mais c'est seulement celui qui est décédé qui est remplacé. Et la nouvelle candidature est examinée aussi bien par la commission électorale que par le Conseil constitutionnel. Mais quand il s'agit du décès d'un député, ça veut dire qu'il est élu. Ici, ce qui affecte le processus électoral, c'est la qualité du compétiteur. Donc, ce faisant, l'élection sera reprise, c'est-à-dire on repart jusqu'au début, parce que c'est le candidat qui est touché. Ici, le candidat élu qui est touché. Donc et comme la loi ne prévoit pas que le suppléant soit titulaire en cas de décès, alors on reprend l'élection. Oui, bien sûr. Le cas de décès d'un député n'ouvre pas droit à suppléance. Alors là, pas question. C'est l'article 3 de la loi portant suppléance à l'Assemblée nationale qui le prescrit. À Séguéla et à Mankono, l'élection est ouverte à nouveau. C'est-à-dire qu'on va commencer depuis l'éligibilité jusqu'au scrutin. De sorte qu'on s'attend à de nouvelles candidatures. Et ce faisant, tout citoyen intéressé peut donc déposer son dossier à la commission électorale indépendante dans la période du 29 au 8 mai. 29 avril au 8 mai. Oui, du 29 avril au 8 mai. Et puis il y aura les élections le 12 juin. Voilà le principe des élections partielles expliqué par le président de la CEI à 20h de ce mercredi. Des athlètes à la primature, les têtes connues, Cissé Cheikh Salah, Ruth Bagby ou encore Cissé Gueux, des sportifs ivoiriens qui représenteront la Côte d'Ivoire aux prochains Jeux olympiques de Tokyo. Ils ont été reçus par le Premier ministre. Leur présentation et leur engagement et leur préparation pour ces Olympiades ont été présentés au chef du gouvernement. Le commentaire de Franck Quadio. Le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive pour les Claude Danho, accompagné d'athlètes engagés pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021 chez le Premier ministre Patrick Hachi. Avant l'échéance du 23 juin au 8 août prochain, la délégation est venue faire le point des préparatifs. Le ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive a mis à la disposition des athlètes qualifiés. Dans cette discipline, 29 athlètes, la somme de 200 millions pour leur préparation. Nous sortons d'une audience où nous avons rendu compte au Premier ministre, chef du gouvernement, de toutes les dispositions prises par le comité d'organisation, composé du Comité national olympique, des fédérations, ainsi que des encadreurs, pour assurer une participation honorable de notre pays. Nous ressortons revigorés de cette audience parce que nous avons reçu les conseils avisés, les encouragements. L'athlétisme, l'aviron, le taekwondo, les U23 en football entre autres,
les éléphants olympiques entendent jouer leur partition lors de ces joutes sportives. Ça concerne tout le monde, tout un chacun de nous. Et voir à 100 jours des Jeux olympiques le soutien de notre gouvernement, ça nous fait vraiment plaisir. Et les athlètes, chacun de leur côté, se préparent. Vous vous souvenez qu'à Rio, nous avons eu 2 médailles et cette année, nous envisageons de doubler, de passer à 2 ou à 4 ou 5 à Tokyo. Et avec les performances, les récentes performances de l'ensemble de nos athlètes, en taekwondo, en athlétisme et dans les autres disciplines, nous pensons que cet objectif peut être atteint. Rappelons-le, les Jeux olympiques de Tokyo auraient dû se tenir en 2020. Ils ont été reportés d'une année en raison de la Covid-19. Et pour des athlètes encore plus performants, Claude Daou-Paulin appelle à plus de professionnalisme dans le domaine du sport. Une recommandation faite au président des fédérations sportives ivoiriennes, Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Esso. Le ministre de la Promotion du sport et du développement de l'économie sportive, Paulin Claude Daou, a initié une rencontre avec les responsables de fédérations. Objectif, définir une nouvelle feuille de route aux dirigeants des associations sportives avec de nouvelles approches. Au sortir de la rencontre que nous venons d'avoir avec les fédérations, nous sommes convaincus que cette nouvelle vision participative, faite d'originalité et d'engagement, devrait permettre à la fois de faire la promotion de l'ensemble des disciplines sportives, d'assurer une participation citoyenne, renforcer la cohésion sociale, mais surtout être des sources de création de richesses, d'opportunités et des niches pour développer de nouveaux emplois pour les jeunes. Mais pour atteindre ces différents objectifs, le patron du sport interpelle les responsables des fédérations sur les grands défis à relever en les invitant à faire preuve d'imagination et d'engagement. Ce que nous attendons de ces fédérations, c'est que sur l'ensemble du territoire national, elles puissent faire la promotion des différentes filières sportives, que le sport se démocratise, se vulgarise et que le sport atteigne nos populations les plus reculées et que le sport rentre dans les habitudes. Pour Daou-Paulin, les actions prioritaires du ministère de la Promotion des sports et du développement de l'économie sportive sont axées sur des investissements massifs à travers l'achèvement des infrastructures de la CAN 2023 et la construction d'infrastructures pour toutes les activités sportives dans toutes les communes, ainsi que le financement de 10 nouveaux complexes sportifs à Goura. À Yamoussoukro, les sénateurs acquièrent davantage de connaissances sur le suivi et l'évaluation des politiques publiques, une mission qui est la leur et qui, menée à bien, sera efficace au développement de la Côte d'Ivoire. Nous en parlons avec Kader Sogodogo. La fonction évaluative, une des missions clés du Sénat. Sa bonne exécution nécessite une connaissance avisée des thèmes de référence. Apprendre, comprendre et maîtriser le suivi et l'évaluation des politiques publiques pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. C'est tout le sens de ces séminaires de formation à l'endroit des sénateurs et de plusieurs autres acteurs de la Chambre haute du Parlement. Le séminaire a été ouvert par la vice-présidente de l'institution, Sarah Sako Fatiga. Si depuis 2019, le vote de la loi et le consentement à l'impôt sont des réalités tangibles au sein de notre institution et le contrôle de l'action gouvernementale dans une moindre mesure, l'évaluation des politiques publiques demeure un chantier non encore exploré auquel notre institution devrait pouvoir s'atteler. Nous devons donc garder à l'esprit, chers collègues, que la session ordinaire 2021 en cours est placée sous le sceau de l'évaluation des politiques publiques. La formation est l'affaire du réseau ivoirien de suivi et d'évaluation. Nous sommes venus pour pouvoir échanger avec eux d'abord sur les questions des ODD, en définissant ce que c'est que les ODD, et comment se fait l'arrimage des ODD avec les PND, quelles sont les attentes de l'État de Côte d'Ivoire, et aussi dans une seconde partie, redéfinir sur la notion de politique publique et dire comment est-ce que se fait l'évaluation de ces politiques publiques-là et partager avec eux plus tard quelques outils qui leur permettront vraiment de prendre cette indépendance et d'être vraiment des experts en leur sein pour pouvoir conduire l'évaluation de l'action publique en toute aisance. 2 jours, c'est le temps que va durer ce séminaire. Au bout, la prise en compte du suivi et de l'évaluation des politiques publiques. Jeannot Aousso Kouadio, président du Sénat,
l'avait annoncé dans son discours de rentrée. Au Conseil économique, social, environnemental et culturel, le président Eugène Akaawele fait le suivi des institutions sous sa tutelle. Il a visité ce jour le Conseil constitutionnel et l'inspection générale d'État, Sidonie Davila. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel prend langue avec ses homologues des institutions de la République. Pour la première étape d'une série de visites dans les institutions, Eugène Akaawele choisit le Conseil constitutionnel. Après les civilités à Mamadou Koné, président de la plus haute juridiction, les échanges. Pendant plus d'une demi-heure, plusieurs points sont abordés en vue d'une bonne collaboration. Nous sommes engagés auprès du président à faire en sorte que dans les échanges que nous allons avoir, nous accordions la plus grande place au respect de la conformité des avis que nous allons donner avec la Constitution. Tout cela doit déboucher sur un esprit de bonne gouvernance du pays. L'inspection générale d'État, deuxième escale du président du CESEC avec sa délégation pour cette journée. Toujours avec le même objectif, les deux équipes entament une courte séance de travail. C'est en toute fraternité que nous avons échangé dans le cadre donc, des activités des différentes institutions. Il nous faut établir une solidarité agissante entre nos différentes institutions pour pouvoir établir des liens de collaboration. Et sur ce point, nous sommes entièrement d'accord. La tournée dans les différentes institutions de la République, initiée par le président du CESEC, 3 semaines après sa prise de fonction, se poursuit. L'Assemblée nationale, la Cour de cassation et la Cour des comptes sont les prochaines étapes. Dans le secteur du transport, le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes présente son plan d'action pour l'année 2021. Célestin Seredo projette entre autres la mise en place d'un système de données pour cartographier le domaine public maritime et fluvio-lagunaire, suivant ce rapport de Sephora Zigui. Fini le séminaire gouvernemental. Place au travail et Célestin Seredo, secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, l'a bien compris. Le mardi dernier, c'est autour d'une table qu'il donne à ses collaborateurs les différentes orientations de son département. Projets, réformes et réaménagements budgétaires sont entre autres les chantiers prioritaires. Célestin Seredo annonce que l'État va investir 17 milliards 650 millions dans la mise en œuvre de la loi de programmation des forces de sécurité intérieure. Les réformes vont prendre en compte les tests réglementaires et la représentativité des affaires maritimes dans certaines ambassades et institutions internationales maritimes. En plus de ces projets, il lève le voile sur de grandes réalisations telles que l'acquisition de 3 vedettes côtières de surveillance maritime, la construction et l'équipement des arrondissements maritimes de Grand-Laou, la construction des quais d'accostage du centre de recherche et de sauvetage maritime et la réalisation du chénal d'accès au terminal du port autonome d'Abidjan, entre autres. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes se dit disposé à travailler de concert avec ses collaborateurs et les accompagner pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. La vision Côte d'Ivoire solidaire place la population au cœur des actions gouvernementales. Dans ce cadre, la compassion du gouvernement a été traduite aux victimes et familles endeuillées de l'accident survenu à Ndautré jeudi dernier. Mamadou Kwasi nous fait le point de ces visites. Akissi Kwasi et ses enfants sont inconsolables depuis quelques jours. Le père des familles a perdu la vie dans l'accident de la circulation survenu à Ndautré le jeudi dernier. Une situation très difficile pour cette mère de 10 enfants. Aujourd'hui, je suis seule. Je suis revenue seule. Depuis que je suis venue avec lui, c'est avec lui que je fais tout. Et aujourd'hui, je suis restée seule avec les enfants. Les enfants, ceux qui vont à l'école aussi, c'est la dernière qui est là. Donc, pour payer son école, waouh, tout ça, ça reste sur ma tête maintenant. En cette circonstance douloureuse, la famille bénéficie du soutien du gouvernement. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est allée les réconforter et leur apporter la compassion du gouvernement. Une enveloppe de 500 000 francs CFA est remise à titre de soutien.
Un peu plus loin, c'est une autre famille qui est consolée par Miss Belmont Dogo, envoyée du gouvernement. La famille Kwa, au quartier Kennedy, toujours dans la commune d'Abobo, pleure la perte d'un fils dans cet accident. Jean-Eudes Abo était âgé de 19 ans. C'est la plus jeune victime de cette tragédie. Moment mis à profit pour traduire la reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, et à son gouvernement. C'est dans le moment difficile qu'on voit que nous avons des proches, des frères, mais que le gouvernement également, dans son entièreté, vient vers les familles pour les soulager un temps soit peu. Donc une fois de plus, merci beaucoup et que Dieu vous rende cela au centuple. Toutes les familles visitées se disent touchées par cette démarche du gouvernement. Ce soir, Madame la ministre est arrivée et toute la famille, je ne peux pas dire heureuse, mais la famille se sent réconfortée par cette visite. Cela prouve que le gouvernement a à cœur le bien-être de sa population et aussi se sent concerné pour tout ce qui touche à la population. La ministre Miss Belmont Dogo a signifié aux différentes familles visitées que la démarche répond à la politique de la solidarité initiée par le président de la République, Alassane Ouattara. Apporter le soutien du chef de l'État, le réconfort du chef de l'État aux familles endeuillées et leur dire que le gouvernement ivoirien est à leur côté. Le gouvernement ivoirien prend une part active aux différents obsèques. Le gouvernement ivoirien participe au deuil qui les frappe. Toutes les victimes de l'accident de la circulation survenu en Dautré, blessées comme famille endeuillée, bénéficient de l'assistance du gouvernement. Il faut rappeler que le nombre de morts s'est alourdi avec le décès d'un blessé transféré au CHU de Cocody le week-end dernier, portant ainsi le bilan à 11 morts et 11 blessés. Voyons le bilan à cette date de la situation sanitaire liée à la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ce mercredi 28 avril 2021, 58 nouveaux cas de Covid-19 sont répertoriés, également 18 cas de guérison et un cas de décès. À cette date, la Côte d'Ivoire comptabilise 45 943 cas confirmés, dont 45 469 personnes guéries, 286 personnes décédées. Il reste encore 188 cas actifs et sachez qu'au total, en Côte d'Ivoire, 132 434 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19. Le bilan de la pandémie est beaucoup plus lourd ailleurs. L'Inde, qui est l'épicentre de la pandémie, enregistrait déjà ce matin près de 200 000 morts du fait de la Covid-19. Une situation alarmante qui suscite la solidarité. Le président russe a promis ce mercredi une aide humanitaire d'urgence. Plus de 22 tonnes de matériel envoyé par le Kremlin ce mercredi, composé de 20 unités d'équipement de production d'oxygène, 75 respirateurs artificiels, 150 moniteurs médicaux et 200 000 paquets de médicaments. Une aide de la Russie qui vient compléter celle de la France, du Royaume-Uni ou encore des États-Unis. Un projet immobilier pour les journalistes de Côte d'Ivoire. Il est porté par l'UNJCI qui ambitionne de permettre à ses membres de pouvoir s'offrir une maison ou un terrain à moindre coût. Une convention a été signée dans ce cadre par 7 entreprises immobilières. Le lancement de l'opération est rapporté par Issa Yeo. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, déterminée à permettre aux hommes des médias de s'octroyer un toit. Le projet « Un journaliste, un terrain », un journaliste, une maison est donc lancé pour la circonstance. Des conventions sont signées avec 7 entreprises immobilières pour sa réalisation. Nous avons conclu des conventions et partenariats avec nos partenaires qui permettront d'avoir les frais de dossier réduits à 300 000 francs et des paiements de mensualité qui n'excéderont pas 100 000 francs. Je vous encourage à saisir cette opportunité en souscrivant massivement au projet. Avoir un toit est un élément incontournable de la promotion et de la stabilité sociale. Nous avons décidé, nous, au sein du groupe ADA Immobilier, de permettre aux journalistes d'acquérir un bien immobilier à moindre coût et sur une durée qui va de 3 ans à 4 ans, pour lui permettre de ne pas sentir la pression financière dans l'acquisition de son bien. Ce que nous vous offrons n'est pas une escroquerie,
mais c'est des terrains qui ne sont pas litigieux et vous pouvez les acquérir en toute confiance. Des modalités de paiement des terrains ou des maisons souples sont proposées aux journalistes. De quoi les réjouir. Les journalistes de Côte d'Ivoire peuvent se donner ces moyens-là de pouvoir acquérir au moins un terrain à défaut de la maison. Sinon, je pense aussi que les journalistes de Côte d'Ivoire ont la possibilité aussi de souscrire, pouvoir acquérir une maison au moins dans leur vie. Je salue cette initiative de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire qui, à travers ce projet, veut mettre les journalistes en sécurité, leur permettre d'avoir des terrains et des maisons. L'idée de location-vente même m'enchante encore plus. L'UNJCI, sous la houlette de Jean-Claude Koulibaly, multiplie des actions pour le bien-être des journalistes en Côte d'Ivoire. Il y a quelques semaines, elle a lancé le projet Un journaliste, une voiture. Avec ce nouveau projet de logement, l'UNJCI permettra aux journalistes d'avoir un terrain en déboursant seulement 15% de l'apport initial assorti d'un ACD et bénéficier d'une location-vente payable sur 17 ans. Voilà une opportunité pour la stabilité sociale des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour un autre suivi de l'actualité d'ici et du monde.